Dès que je changeais d'environnement, je pouvais être très très introvertie. Vraiment, je le dis souvent, quitte à pas parler pour que personne ne me remarque. Enfin, l'été, je travaillais sur une plage privée tous les étés à Juan-les-Pins, je m'éclatais. Je sais pas, je crois que j'avais soif d'aventure déjà, de faire des trucs et de m'écouter, mais que je me sentais quand même bridée et qu'il fallait que je rentre dans des cases. Je pense que moi, je me voyais faire toute ma vie dans le salariat. Je voyais bien quand même avoir de l'impact. Diriger une équipe, créer des choses. Je veux me sentir libre. Je veux pouvoir me dire demain, je bouge si je veux. Et c'est un peu pareil, effectivement, je pense. Le salariat, c'était un peu ce sentiment d'être bloqué, en fait. L'être humain a une valeur fondamentale qui est la créativité et je pense qu'il a besoin de l'exploiter. Et que si tu n'exploites pas pleinement ta créativité, pour moi, tu peux pas toucher du doigt le plein épanouissement. Bonjour Sandra. Salut Déborah. Je suis ravie de t'accueillir dans mon podcast justement à cœur ouvert. Aujourd'hui, on est en direct de Monaco. On salue nos internautes qui nous écouteraient, qui découvriraient justement notre podcast. Ils vont découvrir un parcours encore atypique avec une petite touche d'introspection. Tu verras, je te laisse la surprise. Mais dans mon podcast, on ne se présente pas, on parle tout de suite de l'enfance, de l'adolescence. Du coup, je voudrais savoir qui était la petite Sandra de 5 ans, de 10 ans justement. Alors la petite Sandra de 5 ans et de 10 ans, c'est une période, si tu veux, 5 ans, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est la période, si tu veux, où mes parents divorcent, se séparent, etc. Et du coup, entre 5 ans, si je dis pas de bêtises, non, on part vers 6 ans dans le sud de la France. Donc ma maman part dans le sud de la France avec ma sœur et moi, rejoindre son nouvel amoureux, qui était mon beau-père, qui est décédé du coup, mais pendant toutes ces années. Et donc c'est une période compliquée parce qu'on comprend pas trop ce qui se passe, parce que tu sais à l'époque ça se faisait pas trop, la communication, on communiquait pas trop, et du coup ma mère n'avait pas trop communiqué sur ce qui se passait, donc on est parti avec le poisson rouge sur les genoux, direction le sud de la France, 600 km de route, et on a commencé à vivre avec un nouvel homme qu'on n'avait jamais vu de notre life. Donc période compliquée, crise d'angoisse le soir, etc. Donc 5-10 ans, c'était une période un peu entre deux. Un peu compliquée, un peu sensible, ouais. Voilà. Et après, comment ça se passe? Donc 5 ans, 10 ans, 15 ans, comment tu évolues? Dis-nous un petit peu qui es-tu à cette période-là? Alors déjà, à l'école, donc il faut savoir que oui, il y a cette période un petit peu compliquée, mais finalement, bizarrement, je le vis pas si mal. J'aime l'endroit où on vit, j'adore le sud, je me fais tout de suite un cocon de copines, de copains et copines dans ma nouvelle résidence. Tu vois, on vient d'emménager dans une nouvelle maison. Je me rends compte quand même qu'on est dans un cocon très joli et je suis très heureuse d'être là en fait. Il y a cette ambiguïté-là tout de même. Donc je suis quand même plutôt pas mal dans mes baskets, malgré les crises d'angoisse que je fais encore le soir, mais on ne sait pas à l'époque que c'est des crises d'angoisse. Je suis quand même bien dans mes baskets, au point qu'à l'école, on m'appelle la commandante. Ah oui. Ouais. J'avais en fait pas deux personnalités, mais si tu veux, je pouvais être extrêmement introvertie. Quand j'étais petite, j'étais toujours dans les jupes de ma mère, très peur des gens, etc. Ça a encore continué. Dès que je changeais d'environnement, je pouvais être très très introvertie. Vraiment, je le dis souvent, quitte à pas parler pour que personne ne me remarque. Et à l'école, j'étais vraiment très à l'aise dans mes pompes. Tu vois, vraiment, on m'appelait la commandante. Je faisais pas exprès, hein, mais j'étais tellement bien, je sais pas. Voilà. Et donc ensuite, c'est vraiment des belles années. Malgré tout, tu vois, c'est vraiment des super belles années. Même l'adolescence, moi, j'ai adoré toute mon adolescence, toute mon enfance. Donc ça se passe très bien, quoi. De mes 10 à 15 ans, je commence à avoir, vers 14-15 ans, mes premières relations amoureuses, à découvrir un petit peu ce que c'est de tomber amoureuse d'un garçon, etc. Donc non, je vis très bien cette période. Mais je reste quand même, si tu veux, ce truc quand même un peu mal dans ma peau, mal à l'aise, pas envie de prendre trop de place, pas énormément confiance en moi. C'est important parce que tu le comprendras et les internautes qui me connaissent un peu, il y a toujours ce fil conducteur qui nous amène à, et dans ton parcours c'est quand même assez significatif, donc plutôt à l'aise avec on va dire deux personnalités, enfin, je connais très bien au quotidien cette double personnalité, en fin de compte qui peut même être un peu déstabilisant. À 15 ans, donc tu nous l'as expliqué, hein, ça se passe plutôt bien. Dans ta tête, il y avait quoi? Tu voulais être salarié? Enfin, à l'époque, on ne pouvait pas vraiment être entrepreneur comme ça, mais tu voulais avoir une entreprise. C'était quoi un peu ta vision, par exemple, à 15 ans ou à 18 ans? En général, on a une prise de conscience. C'était quoi tes études? Raconte-nous.
J'ai pas eu de révélation. La seule chose que j'ai toujours eue au fond de moi, c'est que j'aimais être dans un environnement multiculturel, pardon. Vraiment, où il y a du monde, où ça grouille, où il y a du dynamisme. J'avais une espèce d'obsession, si tu veux, pour les hôtels, parce qu'on a pas mal voyagé quand on était jeunes, avec nos parents, du coup. Et une obsession aussi de, tu sais, cette idée de rentrer chez les autres, dans la maison des gens, sentir la vibe, regarder ce qui s'y passe, tu vois, comprendre un petit peu qui sont finalement les gens et leur environnement. Donc il y avait quand même cette petite obsession, et c'est pour ça que je me suis lancée dans l'hôtellerie, parce que ça, on va dire, ça contenait un petit peu toutes ces idées, tous ces désirs, mais j'ai pas eu de révélation. Je me souviens quand même au moment de passer les concours d'école de commerce, parce que j'ai fait un DUT, on va y arriver, Tech de Co. Ensuite, j'ai fait un BBA, c'était un double diplôme BBA, licence et une préparation au concours d'école de commerce. Une année horrible où tu fais que bosser pour avoir l'école que tu veux, quoi. Et je suis rentrée à Schema Business School. Et vraiment, en école de commerce, je me rappelle que ce que je disais, c'est que je me voyais, tu vois, dans 5-10 ans, vivre dans une grosse ville, en haut d'une tour. Enfin, c'était vraiment mon kiff. Et je pense que c'est d'ailleurs encore ancré en moi. Ouais, c'est un peu cette vision, ce rêve, ce que tu visualises un peu tous les jours. Non, parce que c'est compliqué, on va dire, dans la vie que j'ai aujourd'hui. Tu vois, je suis maman, j'ai un petit garçon, on vit dans un lieu de vie qui est quand même assez peaceful. Je me vois pas embarquer tout le monde pour aller vivre dans une tour à New York, tu vois. Enfin, ça reste de l'ordre du fantasme. Ou Dubaï. Alors, non, je me vois pas le faire, mais tu vois, j'ai quand même ce désir de vivre un truc un petit peu plus, tu vois, plus dynamique, de m'expatrier, Je me dis, si je reste plantée ici toute ma vie, j'aurais vraiment l'impression d'être passée à côté de quelque chose quand même. On va en parler un peu, cette vision future. Hein. Pour l'instant, on va rester plutôt sur ton parcours, mais je vais y revenir. Du coup, juste pour revenir sur le salariat, parce que c'est assez significatif dans ton parcours. À 18 ans, à 20 ans, donc école de commerce, tu dis quoi? Tu dis, oui, je vais être salarié, je vais faire comme tout le monde. Il se passe quoi dans ta tête? Je pense que j'en ai rien à faire, vraiment. Tu vois, je pense que je fais ça parce que je sais pas quoi faire. Ouais. Parce que ma grande sœur a fait ça et que toute mon enfance, j'ai entendu « fais comme ta sœur, fais comme ta sœur, fais comme ta sœur ». Je me rappelle juste que la petite différenciation entre ma sœur et moi, c'est que moi, j'étais vraiment obsesse par l'hôtellerie, l'événementiel, ça me plaisait énormément. Mais je m'étais pris un petit squid de ma mère du style « non mais tu vas pas faire d'événementiel, c'est bouché, tu vas pas gagner d'argent ». Enfin bref. Tu connais personne. Voilà. Bon, très bien. Tu vois, je m'en fichais. Enfin, l'été, je travaillais sur une plage privée tous les étés à Juan-les-Pins, je m'éclatais. Je sais pas, je crois que j'avais soif d'aventure déjà, de faire des trucs et de m'écouter, mais que je me sentais quand même bridée et qu'il fallait que je rentre dans des cases. Et franchement, je pensais pas du tout à cette idée, est-ce que je veux être salariée ou est-ce que je veux être chef d'entreprise. Chef d'entreprise, pas du tout. Mais pour moi, ça n'existait pas en fait. C'était juste dans un monde parallèle pour des gens qui étaient très forts, mais c'était pas dans mon monde, tu vois. Ouais. C'était quelle année, juste pour donner du contexte aux auditeurs? L'année où... Bah, cette période-là... alors, cette période-là, c'était de mai 19 à 23-24. Ouais. La seule chose, par contre, tu vois, c'est que je me voyais bien quand même avoir de l'impact. Okay. Diriger une équipe, créer des choses, élaborer des projets. J'étais quand même un peu déterre, tu vois, j'avais quand même envie de choses. Oui, d'aller constituer toi-même. Après, certains nous diraient, bon, en tant que salarié, on peut très bien réussir à driver une équipe. Complètement. Bien sûr, mais c'est pas pareil. Mais je me voyais salarié. Je pense que moi, je me voyais faire toute ma vie dans le salariat. Ouais. Clairement. Donc, tes premiers boulots ou ton premier boulot, c'est quoi après les études? Mon premier boulot, alors en fait, je trouve un stage de fin d'études. Donc, je suis diplômée à quoi? À 23 ou 24, je sais plus. 23, je crois. Oui. Bon, on s'en fout. Je fais un stage de fin d'études à Paris parce que mon mec de l'époque habite à Paris. Et du coup, moi, mon rêve, c'était d'aller à Londres ou à New York. Mais comme lui était à Paris, voilà. Bon, bref, je trouve un truc. Voilà, je vais à Paris, à contre-cœur, mais vraiment la boule au ventre. Je voulais pas du tout passer par la case Paris. Ça me parlait pas du tout. Donc je bosse, je vais pas du tout au bout de mon stage, je fais 1 mois et demi dans ce stage de fin d'études. Je m'emmerde en fait, je trouve que c'est chiant, je trouve que mon périmètre d'action est trop limité, j'ai besoin d'autre chose, il faut que ça bouge, il faut que j'aille voir autre chose. Du coup, je postule à 2-3 jobs en CDI dans l'hôtellerie de luxe et je trouve immédiatement un job donc à l'hôtel du Collectionneur à Paris où je fais assistante commerciale pendant 5 mois.
Et pareil, ça me saoule, je vais voir mon boss, je lui dis en gros, il faut que tu me proposes autre chose parce que je m'ennuie en fait. Je m'ennuie. J'ai pas fait un putain de bac +5 pour faire de l'assistanat et assister toute l'équipe de commerciaux, tu vois. Enfin, non, c'est pas possible. Et donc là, il me donne le poste de Sales Manager Europe, Benelux plus particulièrement. Et ensuite, je passe Sales Manager sur toute la partie Asie. Donc ton rôle, c'est de bouger en Asie pour promouvoir les hôtels du groupe. Et là, tu te sens mieux, tu te sens moins blasé, j'ai envie de dire. Ça se passe bien ou rapidement, là aussi, tu dis, bon, finalement, je me m'éclate pas vraiment à 100%, quoi. Je pense que mon seul objectif, c'est de voyager. Le job en lui-même, c'est cool, mais tu vois, je trouve que c'est très redondant, en fait. C'est toujours la même chose, en fait. C'est toujours la même chose. Mais quand même, au début, c'est cool. Tu vois, t'as 25 ans, tu voyages, tu vas dîner au resto avec des clients, tu closes des deals. Voilà, il y a pire. J'adorais l'hôtel, j'adorais faire les visites de l'hôtel, par exemple. Il y avait quand même des aspects qui me plaisaient énormément. Mais je trouvais que c'était toujours la même chose. Et j'avais effectivement une sensation de... Tu sais, il me manque un truc, quoi. J'ai pas l'impression d'exploiter tout ce que j'ai envie de faire. C'est trop limité, encore une fois. Je me sens trop limitée dans ce périmètre. Mais mon objectif, c'était vraiment de voyager à travers le monde. Et après, effectivement, il est arrivé un temps où ça m'a saoulée. Et pareil, il fallait que je fasse autre chose. Au bout de combien de temps tu as arrêté justement ce travail? Je suis restée à l'hôtel du collectionneur pendant 4 ans. Donc 4 ans. Mais du coup, tu vois, à chaque fois, il y a eu des petites promotions, évolutions. Donc, ils me donnaient de quoi rester et de quoi avoir envie de... restimuler un voilà, petit peu. Voilà, exactement. Et du coup, après ce job, tu arrêtes. Qu'est-ce qui se passe? Et ben après ce job, je prends un autre job. Ah oui, donc d'accord. Ouais. Ah oui, bien sûr. Okay. Je postule. Enfin, j'ai une amie à moi qui me dit on cherche des directeurs d'hôtel. Est-ce que ça t'intéresse? T'as un bon profil? Je dis bah vas-y, why not, tu vois. Donc elle passe mon CV. Je fais plusieurs entretiens et ça match. Et donc je prends ma première direction d'hôtel dans le 5e arrondissement à Paris. J'ai 27 ans. Et je suis trop excitée. Je me dis putain, mais c'est incroyable, c'est un truc de fou. Enfin, ça me semblait complètement dingue. Et je suis trop contente. Je suis trop contente, c'est la nouvelle aventure. Mais tu vois, j'avais quand même ce truc de me dire, mais qu'est-ce que je fais après? Si je fais directrice d'hôtel, je fais quoi après? Je fais directrice d'hôtel toute ma vie dans différents hôtels. Et tu vois, j'avais déjà ce truc de me dire, c'est un problème pour moi, de me dire que je vais pas changer de job toute ma vie. Finalement, c'est peut-être pas le salariat, le format salariat, parce qu'on a tendance à taper du doigt, forcément, c'est principalement des entrepreneurs avec qui j'échange. Je pense que c'est le fait de dire, je suis enfermée dans une manière de fonctionner, peut-être qui va me stresser, c'est ce que tu dis, hein, je reformule. Hein. Et du coup, j'ai l'impression que pendant 20 ans, un peu comme nos parents, hein, tu avais un job, ou tu avais une relation, ou tu avais un mariage, et tu restais toute ta vie, d'ailleurs, dans ton quartier, parce que c'était bien. Tout à fait. Donc c'est ça un peu qui t'angoissait. Mais c'est complètement ça. Et c'est un peu ce truc, tu vois, lié à l'engagement. Je pense que j'ai fait un post d'ailleurs sur LinkedIn récemment par rapport à ça, où j'ai jamais aimé cette idée d'engagement. Tu vois, là c'est pareil, je suis pas propriétaire, je suis locataire. J'ai jamais eu ce désir d'être propriétaire, parce que être propriétaire pour moi, ça veut dire que tu te visualises dans cet endroit-là pour plusieurs années. Je peux pas. Même si je vais y rester 5 ans dans ce bien-là, je veux me sentir libre. Je veux pouvoir me dire demain, je bouge si je veux. Et c'est un peu pareil, effectivement, je pense. Le salariat, c'était un peu ce sentiment d'être bloqué, en fait. Oui, parce que tu vas au même bureau tous les jours. L'entrepreneuriat, en général, tu bouges beaucoup. En tout cas, c'est un peu notre activité maintenant, nous, au quotidien. Mais le salariat, c'est ça. C'est quand on dit métro, boulot, dodo, et c'est pas une critique. C'est très bien. Je précise parce qu'après, je vais recevoir des tonnes de commentaires. Le salariat, non, ça fonctionne bien. Je pense que c'est un état d'esprit. Et à l'inverse, je pense que pas tout le monde peut être entrepreneur. Avoir cette gymnastique, cette souplesse, cette envie de renouvellement et de challenge un peu au quotidien, y en a qui n'aiment pas du tout. Hein. Comment tu passes du salariat à l'entrepreneuriat? On va parler aussi de la naissance de ton enfant, mais la prise de conscience de je stoppe le salariat et je passe sur l'entrepreneuriat, il se passe quoi et comment ça se passe? Je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que tu as dit un truc qui est important, et moi je pense le contraire. C'est-à-dire qu'au début, je pensais comme toi. Je me suis dit, je pense que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et en fait, je pense que c'est faux. Je pense, alors c'est un peu border ce que je vais dire, mais je pense que l'entrepreneuriat, on ne le voit pas de la bonne manière, mais que je pense vraiment fondamentalement que pour être pleinement épanoui dans sa vie, il faut entreprendre. Je ne dis pas qu'il faut être que entrepreneuse, mais il faut entreprendre peut-être des projets personnels, peut-être un projet à côté de ton travail, mais je pense que l'être humain a une valeur fondamentale qui est la créativité, et je pense qu'il a besoin de l'exploiter. Et que si tu n'exploites pas pleinement ta créativité, pour moi, tu ne peux pas toucher du doigt le plein épanouissement. Voilà.
Petit aparté. Très bien, très juste, et ça va vraiment aider. On a fait un épisode de podcast avec Alexis Michela qui aide les freelances à se lancer justement, que ce soit sur le web ou ailleurs. Hein. Et très souvent, il entend justement des injonctions, forcément l'argent, et certains disent qu'ils ont vu leurs parents qui n'ont pas entrepris et que justement, même pour une passion, pour un projet, pour un produit, pour un service, parce qu'ils aimaient ça, à l'époque, on ne pouvait pas être entrepreneur à côté du salariat. Maintenant, on peut. Oui. On a la chance d'être dans cette génération où on n'est pas trop vieille. Mais tu vois, ne serait-ce qu'il y a 15 ans, quand je me suis lancée, moi, c'était une révolution, l'auto-entreprise, enfin, micro-entreprise maintenant. Et en fait, mon père disait, mais tu as la chance de pouvoir le faire. Moi, déjà, j'avais pas assez d'argent. Et c'était soit tu choisis ça, soit tu choisis l'autre. Il n'y avait pas de mixité, même dans les entreprises. D'ailleurs, maintenant, tu peux être freelance à côté et lancer, je sais pas, ton e-commerce, UKI, que j'en sais rien, ce que tu veux, quoi. Et donc, ce que tu dis est important. Tu as bien fait le préciser. Du coup, la passation, le pont entre le salariat et l'entrepreneuriat, il se passe quoi? On va dire que ça arrive un petit peu malgré moi. Donc, c'est une histoire que j'ai déjà beaucoup racontée. Donc, je fais ce qu'on appelle un burn-out sévère, puisque c'est d'ordre, on va dire, sévère. Hein. Les symptômes physiques sont très importants. Les symptômes psychologiques, on va dire que le psychologique t'es tellement en détresse que du coup, tu développes des symptômes physiques qui sont perçus comme terrifiants, comme graves, comme surprenants. Enfin, voilà. Et donc, ça commence, si tu veux, je fais un malaise, en fait, pareil, ça j'en ai déjà pas mal parlé, mais vite fait. Je fais un malaise, donc un samedi soir, devant la télé, je mange une pizza, donc un moment où tu te dis, bon, c'est cool, il peut rien t'arriver, tu vois, pour prouver à quel point ça peut t'arriver à n'importe quel moment, en fait. Mais le truc, c'est que si tu n'écoutes pas ton corps pendant des mois, des années, parce que après coup, tu vois, je me suis bien rendu compte qu'il était venu toquer à ma porte plusieurs fois, mais que j'avais juste dit, ciao, tu vois, voilà, j'ai fermé la porte, bye bye, arrête de me déranger, quoi. Et du coup, je fais ce malaise, donc vraiment flippant, horrible. Donc, tu sais, tu as des fourmillements, enfin bon, en tout cas, ce que j'ai eu, j'ai des fourmillements dans le bras gauche, dans le visage. La sensation, je peux pas t'expliquer la sensation de partir, en fait. Vraiment une sensation atroce où tu penses instantanément que tu vas mourir, clairement. Donc, je dis à mon mec qui est à côté, je dis, je pense que je suis en train de mourir. Je fais un AVC, je fais un truc grave, tu vois, j'en suis persuadée, quoi. Donc, on appelle les pompiers, machin, je pars à l'hôpital, aux urgences, je suis flippée, mais comme jamais, et cette sensation ne part pas. J'ai toujours ces fourmillements-là, enfin bref, c'est horrible. Et donc, on me fait toutes des batteries d'examen, etc. Je sors, rien, RAS, tout va bien. Je me dis, putain, dingue, quoi. Donc, je sors et pendant une semaine, tu vois, je suis tranquille. Je fais confiance, on m'a dit que j'avais rien, j'ai rien, tu vois, enfin, nickel. Et bam, rebelote, un peu le même style de malaise. Donc, pareil, gros flip, je repars aux urgences, machin. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu vis des trucs comme ça, qui sont du coup incontrôlables, c'est pas toi qui as décidé ce qui venait de se passer, c'est ton corps, en fait, qui a le contrôle sur la situation. Et du coup, à partir de ce moment-là, je suis persuadée que j'ai un truc grave et que je vais mourir. Et du coup, je fais ce qu'on appelle de l'anxiété généralisée. Donc tous les jours, je suis persuadée que je vais mourir. Tous les jours, j'ai des symptômes. Tous les jours, je suis persuadée que j'ai une pathologie physique grave. Donc je vais voir des tonnes de médecins, des spécialistes divers et variés, neuro, cardio, tout ce que tu veux, je vais les voir. Je vais aux urgences, j'appelle le SAMU, enfin, tu vois, je m'en sors pas en fait. C'est malaise, c'est des symptômes de ouf, c'est horrible. T'as l'impression que tu deviens folle. Et puis j'ai plus d'appétit, donc j'ai plus faim en fait, voilà. Et donc c'est là où je commence une thérapie, et c'est là aussi où je prends conscience que ça va pas, quoi, et que je suis pas alignée avec la vie que je suis en train de vivre. Dans la thérapie, c'est quoi qui ressort? C'est ce manque de souplesse et de renouveau, parce qu'on parle du salarié, on parle de l'entrepreneuriat, mais c'est beaucoup plus profond, hein, le burn-out. Maintenant, avec le recul, qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas entendu les signaux, hein. On est très souvent comme ça, on attend toujours la dernière ligne, hein. L'humain est fait comme ça, que ce soit pour n'importe quel changement. On attend vraiment le déclencheur, souvent la maladie, hein, qui vient te réveiller. Mais d'un recul maintenant où tu vas mieux, comment tu l'as analysé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es pas écouté? C'est plus profond que ça? Je pense que comment dire, c'est assez simple comme explication que j'ai à donner. En fait, quand tu passes la majeure partie de ton temps, donc par exemple dans ton boulot 5 jours sur 7, à faire des actions et des choses qui ne sont pas en lien avec tes valeurs, tes désirs et ce que tu veux, forcément, ça va dégrader, on va dire, ton alignement. Je ne sais pas si ça te parle, la roue de la vie. Bon, voilà, si tu es à 2 dans ta vie pro et que tu te sens bloqué, tu vois, je te parlais tout à l'heure, je me sentais bloquée, j'avais l'impression de ne pas libérer mon plein potentiel, de ne pas exprimer ma créativité, etc.
Ben ça, en fait, au quotidien, tu vas nourrir ce mal-être et au bout d'un moment, t'exploses parce que tu es complètement désaligné. Et c'est pour ça que tu peux faire des dépressions aussi, pas forcément des burn-out. Un burn-out n'est pas une dépression d'ailleurs, mais un burn-out peut engendrer une dépression. Donc je pense que c'est tout simplement ça en fait. Et au bout d'un moment, t'exploses. Et en plus de ça, moi, ce qui s'est rajouté du coup sur le truc, c'est que j'avais accouché entre-temps de mon fils Léo, et que quand tu deviens maman et que tu vis en plus en région parisienne, parce que ça aide pas forcément, et que tu travailles à Paris, moi je me tapais, tu vois, des 1 heure de transport, RER, bus, métro, marche, crèche, dodo, enfin, tu vois. Oui, donc le climat de stress a accentué encore plus... Mais du je dois, en fait. Tu vis dans le je dois. Tu vis dans l'exécution, dans l'obligation de... Il n'y a plus de place pour le plaisir, il n'y a plus de place pour la créativité, il n'y a plus de place pour le kiff, en fait. Donc t'exploses. Donc en fait, ce burn-out, si on devait l'expliquer, parce qu'il y a plein de personnes qui vont l'expliquer au niveau des symptômes différemment, qui vont avoir une racine différente aussi, sur la symbolique, c'est une accumulation de choses pour toi, et à un moment donné, ton corps a dit « Stop, en fait, je ne suis pas aligné avec les valeurs, et là, il faut que tu changes de vie, en fait. Il faut que tu changes de cap. » Ouais, c'est ça. Mais déjà enceinte, tu vois, déjà quand j'étais enceinte, j'avais plein d'idées, je commençais à écrire des idées de projets. J'avais envie de parler de femmes qui se lançaient justement... C'était pas forcément l'entrepreneuriat, le mot que j'avais en tête, mais c'est plus qui se lançaient dans des projets de dingue, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Tu vois, ça pouvait être tout type de projet, partir à l'autre bout du monde, j'en sais rien, comme ma sœur, construire une maison aux Philippines, une maison atypique, lancer un projet entrepreneurial. J'étais obsédée par ce truc de putain, comment elles font? Comment elles font? Pourquoi moi j'en suis pas capable? Et pourquoi 90% des personnes qui m'entourent en sont pas capables, tu vois? Donc du coup, on va parler des locomotives justement, on va parler de ta reconversion, j'ai envie de dire, ton changement de cap. Mais vraiment, pour conclure sur cet aspect-là, je le vois beaucoup, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des experts de la santé aussi, des thérapeutes qui expliquent que forcément, on ne voit pas les signaux, ça se déclenche et on passe un cap. Et souvent, il y a la maladie, parce que notre corps est là pour nous signaler, c'est notre véhicule terrestre, donc forcément il va être là. Ça va être les séparations, ça va être les dégâts dans des habitations, tu vois, toutes ces sensations, toutes ces symboliques de la vie qui vont te faire prendre conscience. Finalement, avec le recul, des fois on se dit « Ah, mais pourquoi j'ai pas pensé plus tôt ? Pourquoi j'ai pas percuté plus tôt et j'ai attendu que ?» Bon, heureusement, ça n'était pas aussi grave qu'une maladie grave, mais c'est vrai que c'était assez important. Du coup, comment tu franchis le pas de l'entrepreneuriat, en tout cas de dire je vais lancer un projet qui a du sens, proche avec mes valeurs, et surtout accompagner les femmes peut-être qui n'ont pas le déclenchement comme moi d'aller faire une vie passionnante et inspirante? Comme je te disais, ça commence déjà quand je suis enceinte, j'écris beaucoup de choses, j'ai des idées de projets, je commence à en parler, à faire des déjeuners avec des copines, des collègues de travail, j'en parle, tu vois, je sens qu'il y a un truc qui est en train de naître en moi. J'accouche en avril, donc j'ai tout l'été où je suis en congé mat, plus 1 mois de congé paternité. Pareil, je passe tout l'été à écrire des trucs, à brainstormer, ok, je veux mettre des femmes en lumière. Tu vois, il y a ce truc-là qui commence à naître. Je reprends mon boulot en septembre ou fin août, bref. Et ce qui se passe, c'est que je sais que je veux plus reprendre ce boulot. J'avais déjà appelé mon boss l'été en disant « Écoute, je veux pas reprendre ce boulot-là, propose-moi autre chose » parce que j'avais pas envie de retourner à l'hôtel dans lequel j'étais, le dernier hôtel que j'avais dirigé. Le climat social était compliqué, bref. Du coup, il me propose un poste au siège que j'accepte. Un gros poste qui n'est pas forcément vraiment ce que je voulais faire. Voilà, bref, donc je le prends quand même et je me rends bien compte que je suis plus à ma place en fait, tu vois. Donc le premier jour, j'arrive, je dis bon écoute, en fait, je te remercie, mais j'ai pas envie de continuer, je suis en train de développer un projet, donc je vais quitter mon job. Et en fait, il me dit mais non, mais pas du tout. Enfin, ton projet, t'en es où? Je dis j'ai des idées, c'est pas encore concret, tu vois. Il me dit mais Sandra, tu vas pas quitter ton CDI si tu sais pas quoi lancer. Je dis ah bon, mais pourquoi? Et il a raison en fait. Et j'étais un peu dans le monde des bisounours, on va dire. Et donc, il réussit à me retenir. Et donc, pendant 1 an, je vais développer ce projet en parallèle de mon job. Donc, je commence à le développer. Je sors pas de podcast, il n'y a rien. C'est encore vraiment des bribes. Je fais mon logo, j'ai des idées. Je commence à faire... voilà, c'est vraiment rien. Et donc, 1 an plus tard, en mai, je sors le premier épisode de mon podcast avec ma sœur. Je démissionne de ce job-là. On déménage, on part vivre dans le sud. Donc c'est à ce moment-là, si tu veux, parce que entre-temps, en fait, entre je reprends mon job et je lance mon premier épisode de podcast, il y a le burn-out, anxiété généralisée, thérapie, développement personnel, où je commence à découvrir le monde du développement personnel. Et je me dis, non mais ok,
tu es en train de me dire, enfin les gourous, comme on peut appeler ça parfois, du développement personnel, que je suis moi-même devenue, pour certains, je pense que je peux... tu vois, souvent on peut dire, mais t'es un gourou du développement personnel. Non, enfin, dis ce que tu veux, mais bref. Je me dis, s'ils disent qu'on peut vraiment changer de vie, ils parlent de choses incroyables, ils parlent d'état d'esprit, ils parlent de plein de choses, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est du bullshit? Il faut que je sache, en fait, parce que moi, je veux changer de vie, donc il faut que je sache si c'est vrai. Du coup, je joue un petit peu un rôle de cobaye sur ma propre vie et j'essaie d'appliquer tout ce que j'apprends sur ma propre vie. Et donc, en juin, je démissionne, on part vivre dans le sud, et donc en septembre, je prends un nouveau job dans le sud. Je continue à lancer chaque mois des épisodes de podcast en parallèle de mon job. Au bout d'un moment, j'arrive au moment de me dire, ok, je suis prête à me lancer dans l'entrepreneuriat, je suis terrifiée, mais je suis prête et c'est plus fort que moi en fait. Je suis trop motivée, je ne peux plus passer à côté de cette décision. Donc j'y vais, je fonce et je quitte du coup ce deuxième CDI. Tu vis comment entre-temps, sans job, hein, donc j'imagine qu'il y a le chômage qui était là, on a la chance en France en tout cas d'avoir ce beau système qu'on précise pas assez, et vraiment gagner ta vie en tant qu'entrepreneur, parce que souvent on dit « Ah là là, en 6 mois, ça c'est magie, j'ai lancé donc un podcast, j'ai fait de la com, etc. » Tout a pris fin en place, ça a pris fin d'un côté, mais ça a pris forme, et ça passe très vite. C'est le côté un peu FOMO de la com, où on se dit « Bah oui, non mais en fait, il y avait des trucs... Et c'est ça que j'ai envie aussi que tu dises, comment ça s'est passé, comment vraiment tu as démarré, le podcast et aussi le reste, on va en parler, et comment tu as vécu de ça, en fait. J'imagine, c'est pas en 3 semaines où tu dis, bah, j'ai fait 10 000 €, quoi. Non, pas du tout. Déjà, quand je lançais mes épisodes de podcast en parallèle de mon job, je gagnais pas d'argent. Je savais même pas comment monétiser quelque chose, tu vois. Enfin, je lançais juste des podcasts et je créais ma petite communauté sur Instagram en postant mes sorties d'épisodes, mes that's it. Et donc, en juin 2021, je démissionne, je quitte mon job et je fais, j'en ai parlé récemment d'ailleurs, le lancement de ma toute première formation, où je me dis, non mais super, on m'avait dit de faire un business plan, donc j'ai fait un business plan, mon business plan était formidable, hein, je gagnais plein d'argent, c'était génial sur mon business plan. Comme quoi, non mais voilà, mais la connerie, enfin désolée, mais moi je prône pas du tout le business plan, alors, sauf pour des commerces, etc., où tu peux vraiment étudier le marché, enfin bref. Mais voilà, je me rends bien compte que j'ai rien compris. Donc, je fais ce lancement avec ma formation à 69 €. Je fais genre 20 ventes et je me dis merde, merde, je vais peut-être pas pouvoir vivre avec une formation à 69 €. Mais si tu veux, mon objectif, je sors quand même de 2 années qui sont très très compliquées psychologiquement, où je fais quand même encore des crises d'angoisse, de moins en moins, mais il y a quand même toute cette gestion-là. Et je suis encore un petit peu, je suis pas encore assez solide en fait, tu vois, je pense. Je sors de ce truc-là. Donc mon objectif, c'est vraiment de me sentir vivante, de kiffer, de prendre du temps pour moi et d'avoir, c'est vraiment cet instant de gratitude. À ce moment-là, j'étais vraiment, vraiment très, très ancrée dans le développement personnel que là-dedans en fait. J'étais pas dans le côté business, si tu veux. Donc mon truc, c'était vraiment de me dire, ok, là j'ai plus de job, j'ai plus d'employeur, donc je suis libre, donc je vais kiffer en fait. Je vais kiffer, puis je vais créer, je vais m'amuser avec mon projet, je vais penser à des trucs, je vais créer des choses, voilà. J'étais dans ce truc-là, mais j'étais pas dans, ok, comment je fais pour gagner de l'argent, machin, nan, nan. Pas du tout. Oui, bah tu sortais d'un état de santé compliqué, donc forcément là, c'était à travers mon futur projet, ou en tout cas mon changement de vie, je vais essayer déjà d'aller mieux et ça sera une bonne chose. Exactement, exactement. Donc vraiment, tu vois, les 6 premiers mois plus l'année qui a suivi, donc pendant 1 an et demi, je gagne pas grand-chose, tu vois. Enfin, en 2022, je fais un petit chiffre d'affaires. J'ai pas encore compris, que j'étais à la tête d'un business et que quand tu gères un business, c'est pas du bénévolat. Et c'est d'ailleurs, on parlait de Roger, petit clin d'œil à toi. Petit clin d'œil, on le salue. Hein. C'est toi. J'ai fait un post d'ailleurs sur LinkedIn où en fait on a échangé pendant un visio de 30 minutes. Attends, je lui fais une pub de malade là. On va lui demander un retour. Hein. Ouais, voilà. Et en fait, je lui explique ma situation et tout. Et il me dit, donc à la Roger quoi, il me dit non mais en fait il va falloir à un moment donné que tu prennes conscience que tu fais pas du bénévolat. Si tu veux faire du bénévolat, Sandra, vas-y, va monter ton association. Mais du coup l'entrepreneuriat c'est pas fait pour toi. Ça m'a tellement vexée. Il a raccroché. Déjà, j'ai pleuré en mode putain, mais il a trop raison. Mais du coup, j'ai eu un déclic en fait. Ouais, il y a eu le switch. Et là, tu t'es dit, c'est pas juste. Tu peux offrir
une partie, tu peux donner ton temps, mais rien n'est gratuit. Oui. Et je voulais beaucoup donner, en fait, c'est ça. Mais tu sais, on n'est pas éduqués, nous, je parle de la France, parce que le reste de l'Europe, c'est encore autre chose, on n'a pas cette vision à l'américaine ou des pays comme Dubaï, à se dire, faire de l'argent, c'est bien, c'est pas sale. Tu vois, dans notre éducation, c'est en plus une femme, parce qu'on va en parler de l'entrepreneuriat féminin, je trouve qu'il y a encore plus d'injonctions qu'un homme, il a le droit de faire de l'argent, tu sais. Une femme, par contre, t'es sûr vraiment c'est pas bien quand même. Enfin, moi, je me rappelle, dans mon éducation des années 80, c'était ça. Ah oui. Des clubs Dorothée, donc... Moi, c'est pas ce rapport homme-femme que j'avais, c'était plus effectivement, comme tu le dis, l'argent c'est mal. Et j'avais l'impression que si je gagnais de l'argent, c'était pas bien et que j'allais être malheureuse. Parce que forcément, t'as une contrepartie, tu vois. Enfin, dans ma tête, c'était ça. Ouais, c'était ça. Comment évoluent tes projets par la suite? Parce que tu as dit 2022, 2023. À quel moment tu es rentable et tu commences à vouloir fédérer des femmes chefs d'entreprise avec toi? Alors, en 2022, même si je fais un petit chiffre d'affaires, je suis rentable parce que je ne me paye pas. Donc forcément, easy. Et ça fait partie des business en plus où tu n'as pas d'investissement. Je fais tout toute seule, j'ai pas d'équipe, investissement zéro, quoi. Je fais pas de pub, voilà. Tout est organique, donc je suis déjà rentable, même si je m'étais payée, ça n'aurait pas été le cas. En 2023, c'est là où on va dire, pour moi, 2023, c'est vraiment ma première année d'entrepreneuriat, tu vois. Enfin, en 2022, j'étais à l'Ouest. En fait, j'étais salariée du gouvernement, vu que j'étais payée par le... Tu vois ce que je veux dire? Tu gagnais pas de ta propre structure, voilà. Exactement. Et ça me tétanisait d'ailleurs, de penser à ça. Je me disais, mais jamais je vais pouvoir me payer, tu vois. Comment c'est possible que je me verse un salaire? Ça me semblait impossible, vraiment. Puis oui, le pont entre les deux est toujours difficile. Ouais, mais c'est ça aussi, c'est ce petit truc d'ailleurs dont j'avais parlé, où vraiment j'ai ce switch en me disant, putain mais attends Sandra, en fait ton chômage il se termine là cet été 2023, donc il y a un moment donné, faut te réveiller en fait. Ouais. Il faut peut-être que tu te poses la question de comment tu vas développer ta boîte, qu'est-ce que tu comptes faire, comment tu vas créer du chiffre d'affaires, du revenu, etc. Et donc ouais, je fais vraiment un switch en 2023. Je peux pas t'expliquer, en fait, si je peux te l'expliquer. C'est-à-dire que j'ai ce switch-là. Je décide aussi de me former parce que ça vient pas comme ça, en fait. Tu deviens pas bonne en business comme ça, par magie, juste en regardant ce que font les autres. Ça, pour moi, c'est un mythe. Il faut que tu te formes sur ton propre business et que tu regardes à l'intérieur de ton propre business pour trouver ce qui va fonctionner. Ça aussi, je trouve que c'est très dur de trouver ce qui va fonctionner pour ton propre business. Bref, et je fais un switch, je suis sur tous les fronts, en fait. Je suis sur tous les fronts et je bosse comme une tarée. Enfin, il n'y a plus de limite, en fait. Je bosse tous les soirs, je bosse tout le temps. Je veux vraiment y arriver, en fait. Je fais des erreurs, je m'améliore, je recommence. Je m'arrête pas, en fait. Je m'arrête pas. Et je vois grand. Surtout, de plus en plus, si tu veux, je me débride à ce niveau-là, surtout à la rentrée, septembre 2023, où vraiment, je me débride totalement. On commence à filmer les podcasts, je vais tous les mois à Paris. Et là, tu vois, je sens que j'entre dans un nouveau truc et enfin tu vois je crois que sur cette partie là de septembre à décembre on a cartonné quoi. Enfin ça a été une super belle période où vraiment ça a été le coup d'accélérateur des locomotives. Du coup aujourd'hui tu proposes quoi exactement pour celles ou ceux qui te découvrent à travers le podcast? Oui. Alors du coup aujourd'hui notre produit phare on va dire c'est la Locomotive Academy que j'ai créé il y a quelques années maintenant. On y était allé tranquillou les premières années, c'était des petites promotions d'élèves. Aujourd'hui c'est des plus grosses promotions d'élèves, on a des très très beaux résultats. Donc en fait ce programme s'adresse majoritairement aux femmes et l'idée c'est justement de les aider à trouver leur voie et à trouver la bonne idée de projet pour qu'elles puissent lancer un projet en parallèle de leur job et s'émanciper du salariat. Donc, tu as 3 phases. Tu as une phase d'introspection, tu as une phase d'exploration professionnelle / bilan de compétences et tu as une phase de passage à l'action. On pose les bases du projet, on prévoit et on construit le plan d'action sur les 6 prochains mois, voire l'année. Et donc, c'est vraiment un programme en 3 phases qui est... Là, c'est la version numéro 3 parce que j'ai fait une refonte totale en début d'année. Donc, co-créer avec différents coachs pour apporter un maximum de valeur. Donc, c'est vraiment ça, si tu veux... le truc qui est sorti de mes tripes, le premier projet que j'ai créé et qui me parle plus que tout parce que c'est le programme que j'aurais aimé avoir en fait à l'époque. Tu m'as enlevé les mots, je t'écoutais et je me suis dit, tu as créé ce que toi t'aurais aimé à l'époque puisque je dis toujours, tu sais, à travers un épisode de podcast, à travers le tien ou à travers ton programme, s'il y a une personne que tu as sauvée, attention, on n'est pas dans le soin, hein, mais que tu as permis de prendre conscience, moi je suis heureuse. Je me dis, bon, s'il y a au moins une personne qui a eu le déclic, c'est tout gagné, quoi.
Est-ce que tu as des témoignages un peu inspirants, des retours de femmes? J'imagine que tu en as plein d'exemples, mais est-ce que tu peux nous en donner justement pour voir l'envers du décor, ce qu'elles te disent? Mais bien sûr, là, on est en train justement, parce que ça, c'est un truc, une erreur que je faisais pour dire que des erreurs, on en fait plein. Moi, je partais du principe, mais bien sûr, on apprend. Je savais très bien que, si tu veux, l'une des méthodes, c'est de faire un maximum de témoignages pour avoir un maximum de preuves. Mais pour moi, en fait, mon programme était tellement génial que c'était évident. Tout le monde le savait, en fait. Tu vois, j'avais pas besoin de le prouver. Je trouvais que ça faisait trop marketing de faire des témoignages. Bref. Donc maintenant, on en sort tous les jeudis sur mon propre podcast, donc Les Locomotives. Donc j'ai plein d'exemples à te donner. Mais pour te donner, si tu veux, un exemple de profil type de ce qui se passe, si tu veux, dans l'avant-après de la personne qui va rentrer dans la Locomotive Academy, c'est qu'avant, en fait, on a des femmes qui sont vraiment très... comment dire, elles sont frustrées, elles se sentent bloquées, elles ont l'impression qu'elles vont jamais y arriver. Il y a quand même un manque du coup de connaissance d'elles-mêmes et de confiance en elles. Et donc en fait, si tu veux, ce premier passage par l'introspection, que j'adore, j'ai vu que tu mettais que tu étais la queen de l'introspection. Je l'ai pris dans le challenge de Nina, hein. D'ailleurs on la salue. Les filles m'ont dit tu peux le mettre. J'ai dit j'assume pas. Tu vas le mettre, d'accord. Bon. Assume-le, voilà, assume-le. j'assume. Voilà. Donc moi je prône l'introspection. Pour moi c'est vraiment l'étape phare qui va te permettre de comprendre ce que tu veux, ce que tu ne veux plus et ce que tu veux faire de ta vie. C'est pas le bilan de compétences, ça c'est une idée. Ah, on est d'accord, putain, merci. Je suis complètement d'accord. Merci. Pour avoir fait du Processcom et compagnie, pour moi ça n'a rien à voir. Voilà, c'est deux choses différentes. Bilan de tes compétences, honnêtement, oui, ça va t'aider à co-construire ton projet, etc. Mais si tu ne te connais pas, si tu n'as pas dépassé tes peurs, tes blocages, c'est dead en fait. Tu seras toujours planté là. Dev perso, ça peut être coaching si tu veux. Tu vois, quand j'ai démarré moi ma structure, c'est suite à une prise de conscience de santé. J'en parle rapidement quand les gens connaissent un peu ma com, mais je me dis c'est grâce à ça, c'est grâce finalement à cet état de santé fragile quand j'avais 20 ans, enfin une vingtaine d'années, qui m'a permis d'être l'entrepreneuse que je suis aujourd'hui. Et finalement, ça a été ce déclencheur-là. Mais si j'avais pas appris à me connaître et connaître mes valeurs et mes faiblesses, ou en tout cas les personnes qui me correspondent pas, ou les clients, ou les prospects, ou les collaborateurs, j'aurais pas pu travailler de cette manière-là et d'être là aujourd'hui. Donc je trouve que de se connaître, tu vois, nous, je parle encore de la France, hein, on n'a pas cette vision à l'école de dire je vais faire du dev perso, je vais prendre la parole en public, je vais apprendre à, je sais pas, lancer un podcast, peu importe, tu vois. Je trouve que ça évolue maintenant, mais c'est dommage qu'on n'ait pas ça, parce que si on ne se connaît pas, on ne pourra pas déjà intégrer une équipe correctement et trouver sa place. Donc oui, tu peux faire les bilans de compétences, mais tu peux te voiler la face en disant oui, mais je suis bonne là-dedans, je vais rester là-dedans. Et pourquoi s'il y a peut-être une autre voie que tu n'as pas encore vue? Déjà, l'éducation nous met dans un carcan, mais pour l'introspection, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est ça. Pour moi, tu vois, les bilans de compétences, même si je respecte beaucoup ceux qui font les bilans de compétences, et c'est très bien que ça existe, mais je pense que c'est ce que je dis souvent, pour moi, pour changer de vie, pour vraiment trouver ta voie, etc., c'est une recette et il faut tous les ingrédients pour faire la bonne recette. Là, s'il y a une seule partie, finalement, c'est un ingrédient de la bonne recette, selon moi. Voilà, je ne dis pas que j'ai la vérité absolue, mais c'est vraiment mon opinion. Et du coup, les femmes qui rentrent dans la Locomotive Academy, soit elles ont zéro idée, vraiment, elles n'ont pas d'idée, soit il y a ce truc-là aussi, elles ne s'autorisent pas à penser que leurs idées sont de vraies idées. C'est-à-dire que c'est trop, mais non, pas du tout, jamais. Tu vois, c'est un petit peu farfelu quand même, tu vois. Enfin, jamais non, c'est une vraie idée en fait, prends-la en compte. Et donc en fait, elles ressortent, c'est un peu une enquête. Tu rentres dans la Locomotive Academy, c'est une enquête sur ta propre vie, c'est une enquête sur toi-même, et c'est toi l'enquêtrice en fait. Et tu sors de ce cheminement, de ces 3 phases, et tu as résolu l'enquête en fait. Tu as trouvé le bon projet pour toi. Les nanas, elles sortent de là, je te jure, mais même encore aujourd'hui, quand je fais des témoignages, quand on fait des interviews témoignages, putain, je me dis, c'est pas possible, quoi. Tu vois, genre, je suis là, mais c'est pas possible, ce n'est plus la même personne. En fait, les nanas, elles se révèlent, elles se trouvent elles-mêmes. Elles me le disent souvent, en fait, j'ai l'impression d'être redevenue cette personne joyeuse, enthousiaste. Je sais ce que je veux faire, je me sens utile, j'ai remis du sens au cœur de ma vie pro. Beaucoup quittent leur CDI, ça c'est... Je vais poser la question. Ah, laisse tomber, c'est la débandade. Beaucoup quittent leur CDI au sein de la Locomotive Academy et c'est chouette parce que c'est toujours une bonne nouvelle en fait, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une excellente nouvelle. Beaucoup lancent leurs projets en même temps au moment où elles sont dans la loco et aussi après. Et les filles ne sont plus les mêmes personnes. Il y a vraiment un avant et un après. Même leur entourage, si tu veux, viennent leur demander des conseils. Mais comment tu fais pour voir la vie de cette façon? Et comment tu as fait pour dépasser cette peur? Et comment tu as fait pour trouver ce projet-là? Comment tu sais que c'est le bon? Enfin, tu vois, tout le monde vient comprendre comment tu fais pour changer de vie. Comment tu fais pour enclencher ce changement de vie? Comment tu as fait?
J'allais te dire, mais forcément, ça agit dans le quotidien, sur leur vie relations. perso, les relations plus perso, enfin leurs compagnons, mais ça peut être les enfants, ça peut être aussi la famille, les cousins, les parents ou les copines qui vont dire, bah tiens, en fait, il y a un truc qui a changé. Ouais, Tu sais, c'est il y a un exactement truc qui a ça. changé. Non, je n'ai pas fait une méditation pendant un mois, tu vois. Non, mais c'est ça. Je suis pas allée dans un couvent Mais oui. et en fait, la personne se révèle. Donc, même, tu vois, niveau physique, je pense que dans tes témoignages, alors, j'en ai vu quelques-uns, mais j'ai pas le avant-après, je pense que la personne a changé. Mais il y a un Dans glow-up. l'aura, tu vois. Ouais. Mais même vestimentaire, tu vois, tu as des nanas qui se cachaient en fait. Se cachaient dans leur vie, elles se cachaient dans leurs choix, elles remettaient leur vie dans les décisions des autres et c'était ça. Et en fait, même de manière vestimentaire, les filles, elles se révèlent en fait. Tu vois, elles mettent des couleurs, elles s'apprêtent, elles se... Ouais, il y a un truc où tu sens qu'elles rayonnent en fait. C'est trop bon. Enfin, d'ailleurs, tu dois le sentir quand j'en parle. Je suis un petit peu trop passionnée. Mais c'est trop bon en fait. C'est combien de temps? Ça se passe combien de temps pour celles peut-être qui s'interrogent et qui vont dire, bah tiens, je vais peut-être intégrer ce parcours-là, ce changement de cap. Il faut prévoir combien de temps et c'est quoi ton avis, tes conseils? Donc c'est 3 mois. Okay. Comme nos élèves sont pour la plupart salariés, c'est totalement adapté du coup, si tu as un job, tu le fais à ton rythme, tu as une plateforme avec des vidéos, tu as des séances de coaching de groupe, tu as aussi des séances de coaching individuelles, donc c'est ce format aussi qui est très apprécié, c'est qu'on a investi et on a mis les deux, voilà, donc tu as vraiment les deux, tu as un suivi indiv, un suivi de groupe. Et puis donc c'est 3 mois où vraiment ça va être quand même assez intense dans le sens où il va falloir que tu te dises, ok, je vais essayer de faire un mois une phase. Et du coup, de suivre les modules, de faire les exercices dans les workbooks, de suivre les séances de coaching, de prendre ma séance individuelle en fonction de la phase dans laquelle je me trouve, pour arriver à la fin et avoir eu déjà des résultats. Mais ensuite, si tu as besoin de continuer, si tu n'es pas allé au bout des 3 phases ou que tu as loupé des modules, la plateforme, tu y as accès tout le temps, tu y as accès à la vie, donc tu peux revenir sur les vidéos, sur les exercices. Tu as la communauté sur Slack, c'est pas un problème, tu peux prendre le temps dont tu as besoin. En général, donc ces 3 mois, les femmes se mettent à leur compte ou activent leur projet, hein, en fin de compte. Sous combien de mois? C'est souvent 1 an? C'est quoi un peu la tendance? Franchement, ça dépend. C'est comme cette histoire de quitter leur CDI. T'en as qui rentrent dans la Locomotive Academy, dès le premier mois, elles quittent leur CDI. Genre, t'as des ailes qui poussent, en fait. T'as l'impression que... Mais c'est normal, quand tu rentres dans ce type de programme... C'est intense, donc... Ouais, puis c'est un booster. Ouais. En plus, t'es entouré d'autres nanas dans la même dynamique que toi. Donc, tu te dis, OK, c'est bon, j'ai le truc qu'il me faut. Je me sens forte de le faire maintenant. Donc, t'as ça. Ensuite, t'as celles qui lancent les projets à l'intérieur de la Locomotive Academy, dans le 2e mois ou dans le 3e mois. Et ensuite, tu as celles qui prennent un petit peu plus de temps, où effectivement, elles ont leur idée de projet, mais elles vont le lancer peut-être un peu plus tardivement. Mais quand même, pour la plupart, les élèves lancent leur projet dans les 3 mois de la Locomotive Academy. Et c'est ça aussi que les gens hallucinent. Beaucoup me disent, attends, c'est quand même hyper rapide. Je dis, ouais, c'est rapide, mais parce qu'on a trouvé la bonne recette. Ouais. La prise de conscience se fait rapidement. Ouais. C'est quel type de... C'est quelle thématique d'activité? C'est plutôt du web, de la com, c'est des produits, c'est des services? Franchement, il y a de tout. Ouais. Franchement, il y a de tout. C'est la question que je me posais, tu vois. Je me disais, est-ce qu'on va avoir que des personnes qui font la même chose, genre du coaching? Est-ce que tu as eu une vague de coaching? Oui, voilà. C'est assez polémiqué en ce moment. Voilà. Trop de coaching, ouais. Trop Trop et pas bien fait, parce que ces personnes n'ont pas recherché, fait leur introspection justement pour voir si elles étaient réellement coach. Bon, bref, c'est une petite... Je suis tout à fait d'accord. Mais t'en as quand même qui vont se lancer là-dedans, mais t'en as rien à voir, tu vois. Enfin, j'ai Anne qui a ouvert sa boutique de 0 déchet. Tu vois, elle a son e-commerce en ligne, mais elle a aussi sa boutique. Tu as plein d'exemples différents. J'ai un homme, mon seul homme de la Locomotive Academy, qui lui a plutôt envie d'être créateur de contenu, faire des formats YouTube, donc il va créer sa commu, créer ses trucs, donc c'est plutôt ça sa vibe. Tu as plein de projets divers et variés, tu vois. Enfin, il y a de tout. Et tant mieux, en fait. Je trouve ça génial qu'on ne soit pas cantonné à un truc où vraiment les gens s'écoutent et font vraiment ce qu'ils ont envie de faire. On pourrait très bien prévoir dans 10 ans une interview en se disant, tiens, 10 ans après, comment le programme a évolué, l'académie, peut-être, on se donnera très certainement rendez-vous. Ce serait quoi les conseils que tu donnes à une femme qui voudrait se lancer, parce que pas tout le monde a la possibilité d'être accompagné. Là, quelques bons tips que tu pourrais leur donner. Je pense que
les meilleurs tips, c'est déjà de... Alors, un tips qui est très important, c'est si tu es dans une situation où vraiment, vraiment, tu n'es pas bien, vraiment où tu es au bord du burn-out, tu fais beaucoup de crises d'angoisse, etc. Pour moi, il faut faire une thérapie. D'ailleurs, j'ai des élèves qui, en parallèle de la Locomotive Academy, font une thérapie. Ça dépend de ton niveau de détresse psychologique. Mais si tu te trouves dans un niveau de détresse psychologique important, entre guillemets, déjà, ne prends pas de décision rapide. Genre, instantanée, fais pas n'importe quoi, parce que ça va pas forcément être des bonnes décisions. Donc, commence une thérapie. Moi, je prône la thérapie. Je pense que c'est fondamental si tu es en détresse psychologique. Donc, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Et ensuite, il y a plein de petits tips du quotidien qui vont te permettre de cultiver, de développer ton développement personnel, etc., de travailler sur toi. Par exemple, tu peux déjà apprendre à avoir de la gratitude pour ce que tu as. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Tous les jours, je cultive la gratitude. Ça fait partie de mon quotidien. C'est dans mon sang. Je dis à chaque fois que j'ouvre les volets de chez moi, en fait, apprécie ce que tu as, même si tu as des objectifs, même si tu visualises, et c'est d'ailleurs un autre point dont je vais parler, si tu visualises les objectifs que tu veux atteindre, la vie que tu veux te créer, et de la gratitude pour ce que tu as déjà aujourd'hui. Ensuite, bien évidemment, si tu veux enclencher un changement de vie, il faut que tu dessines un plan. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Un objectif, un plan. Sinon, ça se passera jamais, tu vas procrastiner, tu vas jamais passer à l'action. Le fait d'avoir un plan, des objectifs clés, clairs, définis, précis, ça va te permettre d'actionner les choses, d'avancer petit pas par petit pas. Donc oui, visualise ce que tu veux, mais ne focus pas sur le sommet, sinon tu vas jamais y aller. Tu vas toujours te dire, mais j'y arriverai jamais, c'est impossible. Et puis elle est déjà bien plus avancée que moi, etc. Et tu n'iras jamais. Donc fais-toi ton plan, dessine ton plan, fais tes objectifs et vas-y, petit pas par petit pas, et célèbre tes petites victoires. Pour moi, c'est comme ça qu'on enclenche un changement de vie. Et on n'est pas habitué à faire ça au quotidien. Ouais. Pourtant, c'est important. On s'en rend pas compte surtout, non. Je pense. Et puis, même avoir un psy ou un thérapeute, peu importe la fonction. Encore une fois, c'est en train de bouger, mais c'était mal vu. Ah, mais attends, moi j'entends des personnes de notre âge me dire, mais je vais pas voir un psy, je suis pas fou. Oui, mais déjà, vas-y, tu verras. Alors déjà, si, on a tous une part de folie. Donc, oui, voilà. une douce folie. Voilà. Je le disais dernièrement pour l'expert comptable, je disais, heureusement que j'ai eu cette folie au démarrage de dire, bah tiens, je me lance. Parce que finalement, c'est ça qui m'a animé, qui m'a permis de dépasser des défis. Et en fait, c'est un peu les conseils. C'est soyez un petit peu fou dans votre projet, tu vois, pour aller vous lancer. Mais bien sûr. Tu sais, c'est un peu comme les enfants, ils ont pas peur. Ils y vont, ils disent, bon, je vais m'amuser. Complètement. Ça peut être ça. Donc, tu as donné les conseils. L'équilibre vie pro, vie perso, c'est un sujet dont tout le monde parle. Comment, toi, tu le gères maintenant? Qu'est-ce que tu dis à ces femmes pendant le coaching, enfin, l'académie? C'est quoi? C'est quoi les conseils? C'est quoi les bons tips pour avoir ce bon équilibre? Ou pas du tout cet équilibre, d'ailleurs. Ça peut marcher aussi. Ouais, je pense que l'équilibre vie pro, vie perso, déjà, c'est un mythe, dans le sens où chacun fait ce qu'il veut. En fait, on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes désirs, etc. Moi, j'adore bosser, donc je sais que si tu m'enlèves trop de travail, je suis pas bien, en fait. Je peux pas, Tu ne restes pas 4 jours comme ça à regarder le plafond, le ciel, la mer. Si je pense que c'est important de le faire de temps en temps, tu vois. J'adore bosser, je m'épanouis tellement dans ce que je fais, donc pour moi, tu m'enlèves mon jouet, en fait. Donc, chacun fait comme il veut. Mais après, donc, pour enclencher un changement de vie, encore une fois, si par exemple, la personne lance un projet en parallèle de son job, je pense qu'il faut accepter que cela va demander des compromis et des sacrifices. C'est-à-dire que tu vas peut-être avoir moins de moments où tu fais rien, en tout cas où ton temps n'est pas optimisé. Et il faut avoir conscience de ça parce que ça va être une période plus ou moins longue. Ça va se passer comme ça de toute façon. Donc, si tu n'es pas assez passionné par ton projet, si tu t'es dit, ah bah tiens, je suis bonne en RH, je vais me lancer en tant que consultante RH en freelance. Mais si c'est pas ce qui te fait vibrer, ça va te saouler en fait de trouver des clientes, de prospecter, de poster sur Instagram sur un sujet dans lequel tu n'as plus envie de parler, par exemple. Donc c'est pour ça que trouver le bon projet, le projet qui te passionne, c'est ultra important parce que c'est ça qui va t'aider justement à bosser sur ce projet-là en parallèle de ton job sans que ça soit une contrainte pour toi. Il faut que tu te dises, putain, trop bien, j'ouvre mon ordi, hop, c'est parti, je rebosse sur mon projet, qu'est-ce que je vais créer comme contenu? Il faut que ça soit excitant en fait. Sinon, tu le fais pas. Tu penses qu'il y a... Alors, en dehors des femmes qui viennent vers toi, parce qu'elles ont déjà fait un pas vers la prise de conscience, est-ce que tu penses que ça a évolué par rapport à maintenant? Les femmes, on va rester là-dedans, ont plus conscience qu'il faut être libre, pas que financièrement, libre de faire le projet, la passion, le produit, etc. C'est plus possible maintenant, ça s'ouvre, ou c'est encore un petit peu, ça stagne un peu et il n'y a pas encore assez de prise de conscience
dans la société. Ça me vient, donc je te le sors comme ça. Bien sûr. Non, je pense que la conscience, on l'a toujours eue. Après, je pense que certaines l'ont étouffée, tout simplement. Tu parles de conscience et du fait que ça soit possible, donc je pense que la conscience, on l'avait déjà. Enfin, moi, je me rappelle, ma mamie, j'en parle aussi, enfin, j'en ai déjà parlé, ma mamie paternelle, son rêve, c'était de bosser. Donc, elle avait déjà cette conscience de « Putain, mais moi, j'ai envie d'être une femme libre, j'ai envie de gagner mon argent, j'ai envie d'aller bosser. » Son rêve, c'était de trouver un taf, quoi. C'est quand même dingue. Mais bien sûr, mon papy ne voulait pas. Il fallait gérer la maison. Ouais, les gosses, voilà, c'était ça son rôle, quoi. Et ma mamie maternelle, son rêve, c'était de conduire une voiture. Ah, j'adorerais conduire. Ouais. Ok, donc tu vois, il y avait déjà ce truc où tu avais les consciences. Moi, je suis persuadée que même avant, tu vois, les nanas, c'était juste qu'elles étaient soit considérées comme rebelles ou comme folles, mais la conscience était déjà là et que c'était pas possible. Alors oui, aujourd'hui, tu as plus la possibilité d'eux, mais il va falloir qu'on se débarrasse, je pense, de peut-être ces croyances transgénérationnelles de on n'est pas légitime, on n'est pas capable, c'est pas notre place. Oui, bien sûr, là, je pense qu'il y a encore un petit peu de travail à faire, même si je trouve quand même que sur la place entrepreneuriale, il y a quand même vachement de femmes et que les femmes, c'est pas qu'elles ont pris le pouvoir, mais franchement, j'ai l'impression que tout est tourné vers les femmes dans le monde de l'entrepreneuriat en ce moment. Oui, il y a un grand saut qui se crée, quel que soit le domaine, d'ailleurs, la thématique de l'entrepreneuriat. Hein. Il y a une question que j'ai posée à André Comte-Sponville il y a quelques mois maintenant, sur la notion de plaisir au travail et est-ce que notre travail est pas au final, moi j'ai ma réponse mais je pense connaître la tienne, c'est pas au final un peu une sorte de thérapie? Ou alors à l'inverse, est-ce qu'il faut déjà travailler sur soi avant de faire le métier, on va dire, pour lequel on est fait, quoi? Alors, je dirais qu'il faut déjà travailler sur soi pour avoir la capacité de comprendre ce qu'on veut et la capacité d'oser lancer un petit peu, amorcer le truc. Mais après, bien sûr, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un chemin de développement personnel, c'est un cheminement de vie, bien sûr, c'est une aventure de vie, c'est pas juste un travail, quoi. Oui, ça te permet en fait, tu commences même, tu vois, les locomotives sont là depuis un an, enfin quelques mois, un an, mais finalement dans 10 ans, ça va être autre chose. Il y aura plein de choses, il y a encore des erreurs qu'on va faire et tant mieux, la vie va nous apprendre des choses. Justement, dans 10 ans, tu te vois où? Il y a plein de personnes qui me demandent ça. Tu te vois encore faire les locomotives dans 10 ans? Ouais, je me vois pas vivre sans les locomotives. Parce que les locomotives, je le dis souvent, c'est comme mon deuxième enfant en fait. Et pour moi, ça fait partie de moi. Donc je me vois faire grandir les locomotives, la Locomotive Academy, mais je me vois pas du tout détachée de ce projet. Pour moi, c'est pas possible. Ça a été ce qui m'a sauvée entre guillemets. Et vu le bien qu'on fait, c'est un peu, je sais pas si c'est un peu bizarre de dire ça, mais on fait tellement de bien aux femmes, à la société. J'ai pas envie de continuer, en fait, j'ai envie d'avoir encore plus d'impact et donc je me vois vraiment toujours à la tête des locomotives avec peut-être un plus gros impact et un plus gros écosystème, mais je me vois pas vivre sans les locomotives, c'est pas possible. Ce qui est marrant, c'est qu'au début, quand je te posais les questions, tu me disais j'ai toujours peur quand je prends un nouveau job de me dire en fait je vais être essoufflée, je vais être enfermée parce que malgré tout je fais le pont entre tout ça et là en fait tu me dis ben non en fait je vois évoluer. En fait c'est comme si en fait avant tu étais vraiment enfermée et que je disais bah ça va prendre fin parce que je sais déjà d'avance que ça va pas le faire pendant 15 ans et là au contraire tu es carrément dans l'ouverture. Ah ouais. Dans ce que tu dis. Mais ouais, mais carrément. Mais en fait, parce que j'ai la liberté, si tu veux, de créer ce que je veux. Je fais des talk shows, je tourne des podcasts, on a la Locomotive Academy, on a la Locomotive Business dans laquelle on accompagne des entrepreneuses débutantes, on organise des week-ends, des retraites. Je fais ce que je veux. Si demain je veux faire un truc, je sais pas, un road trip, les locomotives, je fais ce que je veux. C'est ça qui est incroyable. C'est ça, et c'est ça le truc qui est dingue, c'est de se dire, aujourd'hui, en 2024, on a la chance et les opportunités pour justement se créer un job sur mesure, sans déconner, vraiment sur mesure. C'est quand même une chance, mais monumentale, quoi. Moi, je suis trop contente d'être là à cette époque-là. Je trouve qu'on vit une belle période et la crise sanitaire a des bons côtés, malheureusement. Enfin, heureusement, mais malheureusement dans une situation quand même dure, où il y a eu des prises de conscience énormes. Plein de séparations, plein de donc, changements professionnels, changements personnels, géographiques, etc. Des projets qui ont ni queue ni tête. Mais c'est ça qui est chouette, hein. Genre tu passes de boulanger à trader, enfin je donne un exemple. Hein, oui, non mais complètement. Ou de trader à boulanger plutôt. Oui, parce qu'en voilà. Plus difficile dans l'autre sens. C'est souvent ça. Est-ce qu'il y a eu des mentors qui t'ont accompagné tout au long de ce chemin ou pas du tout, hein, parce que j'ai déjà des personnes qui m'ont dit non, moi j'ai aucun mentor. Et est-ce que maintenant t'en as encore, justement?
Écoute, ce sera le seul rêve qui n'a pas été exaucé. J'ai toujours rêvé qu'une personne me sauve, qu'une personne m'apprenne des choses, qu'une personne me... Tu sais, un mentor business, expérimenté, qui va dire non, ok, c'est cette stratégie qu'il faut faire, là, surtout pas. Jamais. C'est mon rêve ultime, un peu un fantasme, tu sais, de te dire... putain, le mentor qui va te faire passer un gap, qui va vraiment comment dire, te donner les clés de la performance, les clés de la réussite, les clés stratégiques. Non, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu ça et j'ai même pas eu d'opportunité en fait. Enfin, tu vois, j'ai pas loupé une opportunité. Alors après, je me dis c'est peut-être de ma faute parce que je suis très loup solitaire. Donc là, depuis septembre 2023, je développe énormément mon réseau. Donc là, j'ai un gros réseau maintenant. J'ai des business friends. On a créé un truc il n'y a pas longtemps où vraiment on n'a rien créé. C'est juste qu'on commence à se faire des calls entre quelques entrepreneuses qui font de l'infoprenariat où on partage toutes nos stratégies. Il n'y a pas de secret et c'est génial. Mais c'est le seul truc que j'ai trouvé pour l'instant. Enfin, j'ai pas de mentor, quoi. C'est tout à fait possible et je partage un peu ça parce que j'ai vu des personnes dans mon parcours, notamment des coachs hyper inspirants, hyper connus, je ne vais pas les citer parce que c'est pas le but, et qui disaient mais j'écoutais chaque épisode de podcast, je faisais toutes les formations, mais tu sais, genre tu t'infuses tous les jours ça, et en même temps je me dis c'est bien et pas bien, c'est parce que il n'y a que nous qui avons vraiment la clé. J'avais fait il y a pas mal d'années une interview avec une chamane et qui disait qu'en fait, que ce soit la guérison, que ce soit la prise de conscience, que ce soit le choix de vie, la destinée, peu importe le terme, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons savoir ce qui est juste. Toi, tu vas apporter des clés. Mais en fin de compte, ces nanas, elles décident de passer au niveau au-dessus parce qu'elles ont la prise de conscience ou qu'elles disent, bon, bah stop, à un moment donné, c'est fini, quoi. Ouais. Donc ça me fait penser à ça un peu ce que tu dis. Bon, après, il y aura plein de variantes, etc., évidemment. Mais tu as quand même des personnes, tu vois, pour lesquelles on ne sait pas forcément, qui ont un super business et qui ont justement cette personne de l'ombre qui ont vraiment apporté énormément. Oui. Tu vois, qui a vraiment apporté énormément. Il y a une chose qui me vient, mentor ne veut pas dire hyper connu, beaucoup d'argent, etc. Voilà, c'est caché. Et puis ça peut être un associé. Ouais. Tu vois, enfin, moi, c'est un peu ce truc où je me dis, c'est génial, putain, t'as un associé qui est dans l'ombre. Donc toi, tu représentes telle image, tu crées du machin. Et t'as une tête qui porte aussi, qui est peut-être d'ailleurs même la tête pensante, le cerveau de l'opération. Mais moi, je trouve ça formidable. Si tu arrives à trouver ton duo et à fonctionner comme ça, et il y a des business, tu sais, où les nanas, elles sont super successful, mais aussi parce qu'il y a cette deuxième personne-là. J'ai quelques exemples qui viennent en tête. Et lors d'un épisode de podcast, une entrepreneuse me disait en fait, ma mentor, c'était ma grand-mère qui me boostait. Incroyable. Et tu te dis, oui, c'est... J'essaie toujours de rétablir parce qu'on est vraiment dans cette période actuelle il faut faire des millions de vues, il faut faire autant de posts qu'eux, il faut rencontrer les meilleurs. Enfin, en fait, c'est pas souvent le modèle inspirant de réussite. Bien sûr, ça t'inspire parce que tu te dis, c'est chouette, la personne a réussi, mais c'est pas forcément cette personne-là qui pourra peut-être t'orienter. C'est peut-être la personne basique du quotidien, basique entre guillemets, qui va te booster. Ta fille, ton fils? Mon fils. Ton fils, à quel âge? Il a 5 ans. Tu lui souhaites quoi comme avenir? Bon, il n'a que 5 ans, donc j'imagine qu'il n'a pas cette vision de plus tard, mais imaginons, il a 15 ans, il a 18 ans, tu as envie de lui dire quoi comme conseil? Tu vas lui dire, choisis ce que tu aimes, j'imagine? Ouais, mais déjà... Alors après, j'ai un petit rêve caché, mais je ne le forcerai pas. Je me dis, tu vois, si jamais il veut reprendre les locomotives un jour, quand je serai trop vieille, j'en sais rien. Aussi pour les hommes, développé pour les hommes. Mais non, mais même, je trouve ça incroyable, un homme à la tête d'une société de femmes. Enfin, je trouve ça incroyable, tu vois. Et mon fils, enfin, je sais pas, il est déjà tellement... Après, je pense que toutes les mères disent ça, mais tu vois, il est tellement spécial, il est tellement intelligent. Je sens qu'il a... je sais pas, il a un truc qui fait qu'il a cette intelligence, il crée des choses, il a des discussions qui sont quand même... parfois, je me dis, c'est pas possible, c'est lui qui m'apprend des trucs, tu vois, enfin, c'est ouf. Et du coup, je le vois trop... voilà, c'est un fantasme que je mets sur le côté parce que je sais qu'il faut surtout pas que je m'attende à quoi que ce soit. Non, il ne faut pas que tu mettes d'attente, mais c'est important de le visualiser. En tout cas pour toi, après... Voilà. La seule chose que je veux, c'est qu'il s'arrête jamais de créer et qu'il s'arrête jamais d'exprimer sa créativité. Donc vraiment, tu vois, on essaie de maximiser ça dans son éducation, de ne pas le brider dans
dans sa créativité, en fait. C'est la seule chose, et je pense que c'est le meilleur moyen pour lui de trouver sa voie, en fait. Donc non, moi, je veux qu'il apprenne à se connaître, qu'il crée, qu'il n'y ait pas de limite, qu'il soit lui-même. Tu vois, il a les cheveux longs, Léo, et on lui attache les cheveux. Et il y a très peu de garçons qui ont les cheveux longs. Et donc, je lui demande, est-ce que tu es OK avec ça? Ça te va? Il me dit, oui, j'adore. Je lui dis, si jamais tu veux les couper, un jour, on les coupera, tu vois. Ouais. Mais je veux qu'il soit lui-même, en fait. Ouais. Et justement, essayer de le brider, c'est pas facile, hein, mais de le brider le moins possible, en fait. Oui, et puis laisser le champ des possibles sur tout, même ses passions, ses choix musicaux, artistiques, etc. Ouais. Et les jeunes générations ont déjà une prise de conscience que nous, des années 80-90, on n'avait pas autant. C'est-à-dire, on est un peu à cheval entre nos parents, grands-parents, on fait le trait d'union. Là, les jeunes générations, ils enclenchent très vite, ils savent, ils ne vont pas tergiverser autant que nous, tu vois. Tant mieux, hein, oui. C'est ce que même des experts de santé ou des entrepreneurs me partagent et disent oui, il y a une génération qui est différente. Donc, oui, mais bon, je ne sais pas comment va être la génération de l'époque de mon fils. Ouais. Enfin, tu vois, on ne sait pas. Ouais. Chaque génération est tellement différente. Ouais. Mais c'est un peu la magie. On verra dans les prochaines années. Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre, un coup de cœur ou un coup de gueule qui te viendrait? Un coup de cœur ou un coup de gueule Non, c'est ni un coup de cœur ni un coup de gueule. C'est un peu bateau, mais je pense qu'il faut vraiment arrêter d'attendre un burn-out, arrêter d'attendre de faire une dépression, arrêter d'être super malheureux dans sa vie pour se sentir légitime de changer de vie. Si tu as juste ce truc à l'intérieur de toi, cette petite boule au ventre au quotidien, ces petites voix qui te disent « Putain, je pourrais quand même faire autre chose ». Je sais que je pourrais faire autre chose, je sais que j'aimerais faire autre chose, je sais que je m'inspire d'autres choses, que je regarde des nanas faire des jobs qui me font envie, d'autres vies qui me font envie. Mais en fait, je pense qu'il faut s'écouter parce qu'on ne sait vraiment pas de quoi est fait demain. On ne sait pas ce qui va se passer dans la société, dans la politique. On ne sait pas de quoi est fait demain. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer de faire ces changements, d'enclencher ces changements le plus rapidement possible. Et puis de se dire, OK, je suis sur cette terre pendant quelques années, ça va être très rapide. Et justement, il faut que je fasse chaque jour ce que j'ai envie de faire. Il faut que je touche du doigt mon plein épanouissement. Il faut que je me mette au centre de ma vie et que je sois la priorité de ma vie, en fait. Un jour, on n'est plus là. Hein. Pouf, c'est terminé. Hein. Ça, c'est une chose qui est inévitable. Il y a l'état final. On ne sait pas quand. Non, mais c'est quand même... Tu vois, moi, des fois, je me dis, putain, c'est quand même super important, quoi. Donc, votre entourage, que tu as peur qu'il te juge, que machin, et Roberta, elle va dire que c'est nul, qu'il ne faut pas que tu fasses ça, que tu quittes pas son CDI. On s'en tape. En fait, on s'en tape. Parce que Roberta, quand tu auras quitté son CDI et que tu auras lancé ton projet, elle sera là à dire « Ah, comment t'as fait c'est génial, c'est super, c'est machin. » Donc, concentre-toi, sur tes objectifs, sur tes désirs, crée ce que tu as envie de créer, le reste, on s'en tape. Voilà. Très souvent, tu sais, on a au début de projet les proches qui te disent « Non, mais attends, tu vas pas tout arrêter, tu étais médecin, infirmière, avocat, t'arrêtes tout, t'as un confort de vie, ou tu divorces, peu importe, c'est valable pour toutes les situations. » Et finalement, comme tu le dis, après, « Ah non, mais tu peux me donner des conseils parce que finalement, je me pose des questions. » Et c'est très souvent ça. Oui. C'est ça qui est drôle. De prendre le courage. En fait. Oui, mais je pense qu'une des premières injonctions, c'est l'argent. Ah oui, parce que la sécurité. Bien sûr. Il y en a souvent, moi j'en entends plein encore de notre génération qui disent « Non, mais attends, je ne peux pas payer mon crédit, donc je ne peux pas arrêter de faire mon job de salarié. » Oui, c'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai. Complètement vrai. Quelle erreur aussi. Ouais. Mais bon. Enfin, quelle erreur. Chacun fait ce qu'il veut, mais... Trouver le coach, le mentor, l'inspiration, je ne sais pas, la personne qui va vous aider à lier dans votre route. Faites le switch, quoi. Exactement. Du coup, tu dirais quoi à la petite Sandra de 5 ans, si tu l'avais en face de toi? Je lui dirais, meuf, t'inquiète pas. Je sais qu'aujourd'hui, t'es mal dans ta peau et que t'es un mini-bout, tout terrifié de tout. On m'appelait peur de tout quand j'étais petite. J'avais peur de tout. J'avais peur des gens, j'avais peur du changement, ça me terrifiait. Et je pense que, ouais, je lui dirais, mais Enfin, en gros, je pense que je lui dirais pas de changer. Je lui dirais, fais comme tu as envie de faire, suis cette même trajectoire. Tu vas avoir des moments difficiles où tu te sentiras nulle, où tu te sentiras inintéressante, où tu auras l'impression que personne te regarde et personne te voit. Mais c'est pas grave parce que c'est ça qui va construire ta force, c'est ça qui va faire ta force de demain. Et ça va pas t'empêcher de créer des choses extraordinaires et de construire ton propre chemin, en fait. Je pense que c'est ça que je lui dirais. Mais je lui dirais pas de changer, tu vois? Oui. Oui, parce que tout... Enfin, je dirais pas que tout est tracé, mais les choses n'arrivent pas par hasard. Ouais.
Et puis c'est bien, je pense, d'avoir des moments où tu te sens pas bien. C'est bizarre ce que je dis, hein. Mais je pense que c'est important, c'est ce qui fait ta force en fait. C'est dans l'inconfort que tu grandis et je pense que c'est dans ces périodes d'inconfort-là que j'ai grandi en fait. Et si tu pouvais changer une chose dans ta vie, tu changerais quoi? Rien. Franchement, rien. Parce que chaque situation négative, etc. Ouais. Non, franchement, je changerais rien. Alors, je me rajouterais peut-être 5 centimètres. C'est la seule chose que je changerais. Mais je changerais rien. Non. Ah, merci Sandra pour ce moment passionnant. On a su un petit peu plus sur ton parcours. Et ce que je dis souvent, il n'y en a jamais de hasard. Et même les situations les pires vont finalement révéler le potentiel qu'il y a en vous. Donc, laissez-vous porter. Et puis, écoutez aussi les... Tu me disais en off les petits signes, les petites voix. Moi, je fais très attention à ça puisque dans mon parcours, ils ont été là comme indice de... À un moment donné, tu te poses une question, tu es bloqué. Tu demandes vraiment le signe, le signal. Et finalement, ils sont beaucoup plus proches qu'on pense. Ouais, c'est dingue. Je suis tout à fait alignée avec ce que tu dis. Quand on a travaillé sur soi pour les capter. Absolument, absolument d'accord. Oui. Bah, merci Sandra. Merci à toi, c'était super.